Allez, c'est parti. Conférence sur l'IA, le SEO, le e-commerce. On a essayé de faire un petit point un petit peu complet avec Patrick. On a fait le choix de ne pas forcément rentrer dans des détails techniques. On verra au fur et à mesure. Puis n'hésitez pas à nous interrompre, à nous poser des questions en live. Juste un petit truc rigolo. Ceux qui sont arrivés juste avant les conférences dans la salle, il y avait une petite musique. Vous l'avez entendu ? Musique générée par une intelligence artificielle, bien sûr. T'as entendu la musique, toi ? Ah non, t'es arrivé trop tard. Allez. J'avais des slides à finir. Eh bien tiens, je te laisse te présenter. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, on va commencer par me faire huer direct. C'est que moi, je viens du monde Magento. Voilà. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc voilà. Non, merci pour l'invitation. Ça va être une chouette journée. Et bravo d'ailleurs, j'en profite pour ce que fait l'association Friend of Presta. Franchement, chapeau en 3 ans. Bravo les mecs. Donc Patrick Valibus, je suis fondateur de l'agence 410 Gone il y a 6 ans et actuellement je m'occupe aussi, c'est pour ça que je connais les associations, je suis à la présidence du SEO Camp, donc qui est la Fédération nationale des professionnels du search. Et du coup, si le sujet vous intéresse, je vous invite aussi à vous rapprocher de l'association. Voilà. Et donc Christophe Vidal, eh bien moi je suis directeur commercial chez 410 Gone et accessoirement la partie PrestaShop qui était ma branche historique. Alors c'est quoi l'intelligence artificielle ? Allez, je la prends, tu la prends. Allez, l'intelligence artificielle, c'est le domaine de recherche de l'information visant à créer des systèmes imitant l'intelligence humaine pour classer, comprendre, résoudre et décider. Vaste sujet et on est un certain nombre encore à penser que cette intelligence, elle est très artificielle et peu intelligente aujourd'hui. Et on est encore loin de l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui est censée nous remplacer comme sur la photo. Elle fait de belles images. Hein. Ouais, c'est généré. Stable Diffusion, ça. Allez, pas mal. Allez, je te laisse présenter le machine learning. Yes. Enfin après, vous savez lire, on va pas vous faire la lecture sur les slides. L'idée de ce slide, c'était vraiment vous montrer les différentes étapes qu'on va avoir en termes de hiérarchie, d'ensemble et de sous-ensemble, et de montrer en fait que le sujet qu'on a beaucoup entendu tous à la télé, etc., ChatGPT et compagnie, ce n'est qu'une petite partie. Voilà. Et c'est aussi pour ça que ChatGPT va être qu'une partie de cette conférence, et on voulait revenir dans le sujet sur où l'IA s'applique déjà pour que vous ayez vraiment une idée de l'étendue complète de ses possibilités et de là où elle va pouvoir faire des choses ou pas, d'ailleurs, dans les années à venir. Voilà. Donc ChatGPT, c'est la partie 3 là, de modèle de langage. Derrière, donc, on a voulu reprendre un petit peu, classer des applications qui sont déjà existantes aujourd'hui dans l'IA. Donc, vous le voyez, sur la première chose, on a tout ce qui va être optimisation de la logistique, des stocks. Alors évidemment, c'est en dehors de la plateforme de développement e-commerce, la partie web pure et dure, mais c'est aussi un des secteurs du e-commerce où ça vient rentrer en compte. Typiquement, si vous arrivez avec du traitement de données à optimiser l'emplacement des produits dans l'entrepôt, vous diminuez les trajets, que ce soit des robots automatisés ou des magasiniers qui sont censés aller chercher les stocks, et vous gagnez en productivité, en temps de livraison, etc. Voilà. Typiquement, ça fait partie des choses qui sont des applications aujourd'hui. On va retrouver également dans le côté machine learning l'analyse des comportements. On vous parlera des bandits manchots tout à l'heure, qui sont un des points très intéressants sur la mise en avant de produits. Et puis évidemment, sur les modèles de langage, on va parler de génération de contenu, SEO ou non d'ailleurs. Tout ce qui peut être du chatbot, voilà, ça fera partie des sujets qu'on va couvrir. Vous avez déjà entendu ça, le mot bandit manchot, avant d'entrer dans cette pièce ? Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a un à l'entrée qui n'ose pas rentrer d'ailleurs. Régis, t'installer. Bien joué, Régis. Donc, voilà. Dans les points, en fait, ce qu'il faut comprendre, moi, un des sujets que j'ai à cœur, tiens, on va faire un petit sondage, c'était pas prévu, mais tant pis. Par main levée, qui ici pense que l'IA va remplacer plein de gens ? Ouais, un petit 20%, même pas. Ok, d'accord. Ma conviction, c'est qu'en fait, ça va remplacer une catégorie de personnes, l'IA. Celle qui a l'habitude de prendre ses décisions comme ça. Voilà. Sinon, pour les autres, je ne suis pas trop inquiet.
Mais l'idée, c'est ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la capacité de décision. Typiquement, là, je le mettais sur la cybersécurité. Vous avez tous déjà été confrontés à un système de cybersécurité géré par de l'IA, du reCAPTCHA. Voilà, les dernières versions sont capables de détecter si a priori vous sentez le robot ou si vous ne sentez pas le robot et de vous mettre ou pas du coup de la détection d'autobus, de bateaux, de machins, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Bon, typiquement, ça fait partie des choses. Ça, c'est du facile en front. Sur du back, vous allez avoir toutes les applications de WAF, de firewall, de sécurité, de détection de DDoS et d'applications de règles qui vont être automatisées et qui vont être quand même vachement plus sympas que du blocage d'IP à la main par un sysadmin. Voilà. Typiquement, ça fait partie des sujets où aujourd'hui l'IA est déjà en place et depuis de nombreuses années. Il y a plein de sujets qu'on va vous dire, c'est déjà en place, ça existe déjà sans qu'on en ait forcément conscience et au moins ça permet de remettre un petit peu l'état de l'art. Voilà. Tu réponds un peu à la question. Cette révolution, ça existe depuis longtemps finalement. Elle est déjà en place. Alors, IA et gestion des stocks, tu en as parlé rapidement en intro, on va passer vite, hein, mais l'IA va nous permettre, en analysant la data, de réduire les stocks non nécessaires, d'optimiser les trajets dans les entrepôts, de proposer des produits de substitution, tout un tas de choses. Donc, on a des exemples, des retours d'expérience. Hein, Walmart, qui, alors excusez-moi, je vois mal, c'est écrit en haut là pour moi, sinon je me mets là, 90 à 98% de satisfaction aux produits de substitution, donc c'est quand même pas vilain, l'IA s'est bien démerdé. Et ensuite, on voit que la majorité des responsables de supply chain manquent de visibilité, donc ont besoin de data et d'analyse de ces data. Et la livraison prédictive, tiens Patrick, intéressant ce sujet. Ça parle à tout le monde, la livraison prédictive ou pas? D'accord, ok. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a dit oui, je prends 2 secondes. En gros, c'est un brevet de 2014, c'est il y a 9 ans quand même. Où Amazon s'est dit, bon, on va analyser les comportements des utilisateurs, on va faire des pré-stockages de paniers types, on va les mettre vers les endroits où les gens sont supposés acheter, et puis comme ça, quand ils achètent, ils sont livrés vachement plus vite parce que le truc est déjà prêt. Voilà. Et si jamais ils n'achètent pas, on fait des promos là-dessus, on fait du cadeau, c'est de la loyalty, fidelity, tout ça, et du coup, on gagne du temps. Voilà. Ils ont clairement fait un brevet là-dessus, et tout ça, c'est basé sur de l'IA, c'est de l'analyse de données comportementale, et du coup, de la prise de décision. Tout simplement par de l'algo. Voilà. Optimisation des prix, c'est pareil, ça existe depuis très longtemps. Hein, le yield management, tous les vendeurs de billets d'avion, d'hôtels, etc., ils connaissent ça par cœur. Ça, je ne sais pas depuis combien de dizaines d'années c'est en place. Mais l'IA, elle n'est pas révolutionnaire là-dessus, elle tourne depuis très longtemps. J'avais même mis en place un projet, c'est pour les aéroports de Lyon. Pour info, je ne sais pas si certains d'entre vous sont venus en avion, mais où ils l'ont fait en fait pour la gestion de leur parking, tout simplement. Et en jouant là-dessus, ils optimisent du coup le taux de remplissage du parking avec des prix par rapport à l'année dernière, etc. Et ça fait partie des choses qui sont totalement faisables. Et en voulant vous chercher des exemples, parce que je voulais mettre des trucs un peu chiffrés, pas juste des trucs sortis du chapeau, on se rappelle le doigt mouillé que je condamnais il y a quelques instants, je suis tombé sur une étude d'American Airlines justement qui ont dit ils ont augmenté leur chiffre d'affaires en gérant bien le surbooking parce qu'ils savent qu'ils ont un taux de no-show dans certains critères. Et du coup, ils sont arrivés à faire le bon stock et pour avoir plus que 3% de place vide. Voilà. Donc c'est aussi, en fait, quand vous râlez sur le surbooking, c'est géré par de l'IA et en général, c'est plutôt bien foutu. Voilà. Ça, c'est pas mal aussi. La détection des tendances produits pour créer de nouveaux produits, optimiser les carousels. Là, c'est tout un tas de choses. Ça existe encore. Et on commence à parler de notre copain, le bandit manchot, que tu vas nous expliquer parce que c'est un truc de techos. Tu seras bien meilleur que moi pour ça. Bon, l'exemple de Zara, qui a fait de 6 mois à 3 semaines pour créer des nouvelles collections grâce à de l'intelligence artificielle. Oui, il détecte, le truc de Zara, c'est qu'il détecte vraiment les tendances, qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment, etc. Et ils vont pouvoir du coup créer une nouvelle collection basée sur ça pour exploiter le filon au maximum. Voilà. Pour ceux qui sont branchés sur l'actu SEO du moment, c'est un peu le discover du design mode, en gros. Voilà. Cadeau Greg. Alors, le fameux bandit manchot, dis donc Patrick. Lance-toi dans l'explication, je sais que c'est rock'n'roll. Allez. Quelqu'un a déjà entendu parler ce terme des bandits manchots? Yes. Un deuxième là-haut. Un deuxième là-haut. Ok, 3, 4. Ah, ça va, il se réveille. Exactement. Voilà. Alors, on va pas parler de BD là. Le principe du bandit manchot, en fait, c'est ce qu'on peut appeler l'A/B testing sous stéroïde. Je ne sais plus si je l'ai écrit comme ça ou pas. Dans Vous l'avez écrit, ouais.
L'idée, en fait, c'est, je vais essayer de vous vulgariser au maximum le principe, hein, parce que ça peut durer des heures. Mais vous allez avoir à un moment donné, en fait, des produits à proposer et vous allez analyser si le produit a plu ou pas. Donc, typiquement, dans un carrousel de ce style-là, vous allez avoir les 3 produits de droite, par exemple, qui vont être placés par rapport à sa statistique, donc qui sont les 3 best products qui déclenchent du clic en ce moment et de l'achat derrière, etc. Et vous allez avoir le premier qui, lui, va être full random, qui va permettre de contribuer à renouveler le dataset pour enrichir les 3 de droite. Les 3 de droite contribuent aussi au dataset s'ils sont présentés, qu'ils ne cliquent pas. Et ça va permettre qu'en permanence, vous testiez des produits. Et alors l'idée, c'est que ce n'est pas un A/B testing à la main où vous allez mettre, tiens, je vais en mettre 3 et puis on va voir lequel marche mieux et puis au bout de 3 semaines de campagne, je valide. Là, vous avez quelque chose qui est entièrement piloté par l'algorithme, par la data, etc. Voilà, on est sur du zéro doigt mouillé. Pour la petite anecdote, les gens qui m'avaient appris ce concept m'avaient expliqué qu'ils l'avaient mis en place dans une boîte et en fait, le système de bandit manchot permettait de détecter et avait tué tous les gens au marketing de cette boîte qui étaient dans tout ce qui était vêtements sur le moment où basculer des produits de la collection d'été à la collection d'hiver. Les mecs, ils étaient en mode, nous, alors, on passe à la collection d'été à telle date, c'est comme ça qu'on fait depuis des années, c'est ça qui est bien, ça marche, nanana. Et en fait, ils ont vu que les clics démarraient 3 semaines plus tôt avec ça. Et du coup, bon, bah, c'est juste statistiquement, c'est comme ça, tu peux rien dire, tu fais basta. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce genre de petits outils sont super Il faisait sympas. partie de ceux qui étaient au doigt mouillé, alors c'est là. Complet. Ouais. Eh bien, l'IA, tiens, ça va nous servir aussi à générer ou automatiser ou mettre en scène des jolis produits. Alors, on a Google qui nous a sorti un produit là, il y a quelques jours, le Google Product Studio. Ben, vous lui filez une image totalement détourée. Il est capable de vous mettre des fonds, de vous préparer tout un tas de choses. Il est capable de même de vous faire des vidéos, d'améliorer la résolution. Et s'il y en a parmi vous qui sont photographes, et il y a un photographe qui se promène, les dernières nouveautés dans Lightroom et Photoshop, c'est juste des trucs de dingue. Donc l'IA va quand même révolutionner ce métier-là un petit peu. Bon, les chatbots, on ne le présente plus, hein, ça existe depuis toujours. On vous a mis un petit exemple de nos amis de chez Crisp. Ça va permettre bien de générer des dialogues en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec vos internautes. Et ça, juste avec de la data. Mais ça, pareil, c'est pas révolutionnaire. Tiens, les analyses et les avis des feedbacks, ça c'est un peu plus marrant. Puis on s'est amusé un peu hier avec Patrick. Donc tiens, allez, je te laisse. L'une des forces de l'IA, c'est vraiment d'aller classer de la donnée, de prendre des décisions, etc. Voilà, moi je le vois vraiment comme une aide à la décision, voilà, à l'arbitrage. On s'est amusé, on l'a fait avec du coup des avis, je sais plus où on était où, c'était sur Leroy Merlin, boulanger, je sais plus. Un gros e-shop. Ouais. Non, c'était Ouais. un de nos clients. Ouais, d'accord. On s'est pris de en fait, chaussures. la liste de tous les avis et on s'est dit est-ce que, c'est du GPT-4 pour info, est-ce qu'il est capable de sortir les infos principales des avis pour éviter d'avoir à les lire, etc. Alors là, on s'est amusé à balancer ça, je crois qu'on n'a pas tout pris, mais on avait mis une dizaine de points et on s'est dit fais-nous ressortir les points les plus importants. Voilà. Typiquement le taf chiant qu'on filerait à un stagiaire, voilà. Bon. Là, l'idée, c'est de l'automatiser à fond et de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a comme point positif, comme point négatif? Et là, on l'a fait sur un prompt qu'on avait bossé un peu, mais un peu rapide. On n'a pas passé 10 ans non plus. C'est tout à fait possible, après, d'aller rajouter des couches dans l'aide à la décision, de se dire, OK, les trucs qui ressortent en général, c'est livraison, c'est parcours d'achat, c'est le choix de produit. De venir classer ça, d'avoir des votes et de pouvoir suivre très simplement en rajoutant un traitement automatisé sur les nouveaux avis et dire ok, sur ces points-là en ce moment on est en hausse, en ce moment on est en baisse, et voilà, c'est quelque chose qui est faisable de manière très très simple avec un pauvre bout d'API GPT et c'est torché quoi. Voilà. Tiens, la reconnaissance d'image. On s'est amusé avec une drôle d'image là. Et ben, on va pouvoir dans nos e-commerce donner des images et savoir qu'est-ce qu'il y a dessus et pour pouvoir créer des moteurs de recherche efficaces. Donc là, on s'était amusé un petit peu. On a vu que ce personnage avait l'air plutôt heureux, qu'il avait des lunettes, une montre. Après, on peut imaginer qu'on reconnaisse la montre. Il y a des vendeurs de montres, je ne sais plus trop où. Et que cette montre, on la propose après aux personnes, etc. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec l'IA. Et donc là, c'était Google Vision. Ouais, c'est l'API Vision de Google, ça.
Et donc en fait, ils sont tout à fait capables. Là, on l'a fait sur une photo comme ça. Vous lui balancez un texte, un truc, il vous dit oui, je pense que c'est un logo, c'est le logo de ça, et j'ai un taux de certitude. Chercher confidence en anglais. Pour savoir même, vous avez vu, celle en haut à droite, elle va être plus complexe à exploiter en e-commerce, mais je trouve ça intéressant le côté qu'il soit capable de se dire, ok, je vais me risquer à aller proposer quel est le sentiment de la personne qui est sur la photo. C'était pour montrer un peu l'étendue des possibilités. En revanche, ce qu'on voit, c'est que sur celle d'en bas, il est capable de détecter que il y a une personne, bon ça on s'en fiche, on n'en vend pas trop, mais il y a des lunettes et puis une montre et potentiellement ça peut être quelque chose qu'on peut exploiter derrière. Voilà. Il est vraiment capable de reconnaître des objets dans un environnement qui n'est pas du tout normalisé. C'est pas une photo détourée sur un fond blanc où il n'y a que ça et compagnie. Voilà. Et même la montre, au début, je ne l'avais pas vue. J'ai vu, tiens, watch. Ah oui, il y a une montre sur le bras de Christophe. Il faut être honnête. La montre qu'on a là, elle est quand même noire à côté du t-shirt qui est noir. J'avoue que je trouve ça assez balèze qu'il ait vu qu'il y avait une montre là. Voilà. Alors là, il ne nous a pas détecté le logo Friend of Presta, mais on s'est quand même amusé à le faire détecter sur une autre image. Il est capable de vous faire des taux de similarité pour savoir si votre logo ressemble au logo d'un copain, etc. Donc le logo de Friend of Presta ressemble à 57%, à je ne sais plus quel logo, mais c'était pas très d'une association d'une fac américaine, je crois, un truc comme ça. Ah ah, la future du search, ou la fin du search peut-être, tiens. Ouais, SEO is dead. Non, ça c'est la fameuse SGE qui est sortie. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, ça va rester comme ça va bouger ou pas. SGE. Voilà, c'est un exemple des pages de résultats qu'on va avoir dans quelques temps, qui vont être complètement rebrassées avec l'injection du coup d'IA clairement dans les résultats. On ne va plus être sur le modèle de résultats classique. Donc clairement, on va pouvoir se poser la question, ok, ils sont où mes résultats standards là-dedans? Comment est-ce que je viens me positionner? Truc marrant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas trop d'ads, ou alors c'est du full shopping en dessous. Bon, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, mais dans les points qui me paraissent complètement importants par rapport à ça, c'est de se souvenir quel est le modèle financier de Google. On en parlait hier soir, je ne sais plus pour quel sujet, mais c'est follow the money, ni plus ni moins. Google gagne de l'argent avec de l'ADS, il va forcément injecter de l'ADS là-dedans, on va pas se mentir. Typiquement, Google Home, c'est chaud d'aller intégrer de la monétisation en mode tu balances un seul résultat en recherche vocale et tu le fais payer, tu vas vite saouler tout le monde. Là, va falloir qu'ils trouvent comment est-ce qu'ils gèrent ça avec cette partie-là. Et si tu mets que du payant, tu vas forcément perdre en pertinence. Donc du coup, tu vas arrêter de satisfaire tes utilisateurs. Donc ils vont arrêter de venir chez toi. Donc tu vas arrêter de gagner de l'argent. Voilà. Ça, c'est un truc qui ne devrait pas trop bouger, quoi qu'il propose. Donc du coup, on va se retrouver avec un système qui va être hybride, qui va être amené à bouger. Mais je voulais quand même vous mettre cette slide, c'est pour vous dire, voilà, aujourd'hui, l'état de ce qu'on sait qu'on risque d'avoir, ça ressemble à un truc comme ça. Et encore, là, je vous ai mis un truc avec du commerce un peu dedans, et pas juste un truc 100% éditorial ou d'un point de vue business, on s'en fiche tous. Voilà. Mais je ne veux pas me risquer à beaucoup de prédictions parce que ça peut changer dans tous les sens et vous allez juste me dire dans 6 mois, au fait, tu t'étais planté. Alors, on en arrive au sujet chaud du moment, la génération de contenu. Oh, on a encore un petit peu de temps, on est bien. Donc ça peut servir à générer des fiches produits. On a Carrefour qui a communiqué cette semaine qu'ils avaient régénéré 2000 fiches produits de leur store avec du ChatGPT, avec de la data Carrefour en plus, pas que du ChatGPT. ChatGPT entraîné sur de la data Carrefour, ça peut, tiens, pour les e-commerçants qui sont là, si vous faites des marketplaces, vous devez connaître, et surtout certains qui sont un peu SEO, le duplicate content. Si vous ne voulez pas que sur les marketplaces, on retrouve exactement votre contenu, la réécriture par les IA, c'est top. Peut-être expliquer en 2 secondes l'impact. Allez. Je ne vous ai pas mis de screenshot, mais globalement, le dogme qui dirait que si c'est vous qui avez écrit le contenu, c'est vous qui en êtes considéré comme l'auteur sur votre site et qui avez la paternité, c'est complètement faux. Quelqu'un qui prend votre contenu, qui le met sur un site qui est considéré comme plus crédible par Google, en gros qui prend plus de backlinks, pour faire simple, c'est lui qui prend la paternité. Voilà. Typiquement, vous avez votre catalogue produit, vous utilisez des marketplaces pour développer votre chiffre d'affaires, votre visibilité, et vous avez complètement raison de le faire. Mais si vous mettez vos contenus tels quels, vous pouvez faire le test très simple. Vous allez taper un bout de votre description, vous la mettez entre guillemets ou pas, comme vous voulez. Vous mettez ça dans Google, vous allez voir que les marketplaces ressortent avant vous.
Sauf si vous avez un site qui est ultra puissant, mais pour les 3 quarts des gens, c'est ce qui va se passer. Et ce qui fait que sur un truc que vous avez bossé, vous avez travaillé le SEO de la marketplace qui se positionne avant vous, et du coup, forcément, vous gagnez moins d'argent quand vous vendez sur la marketplace. Donc, du coup, vous perdez de la thune. Voilà, ni plus ni moins. Donc, du coup, ça peut permettre de pallier, parce que, évidemment, quand on vous dit hey, tes 2000 produits, tu vas réécrire toutes les fiches, ça fait pas plaisir à entendre. L'avantage, c'est que maintenant, ça va quand même beaucoup plus vite. On peut utiliser ces intelligences pour générer des guides d'achat, des cocons sémantiques, dis donc, des blogs, des FAQ. La voie est open. Allez, moi rapidement, je voulais juste vous réexpliquer, parce que qu'on croit quand même pas que c'est intelligent ce truc-là, comment ça fonctionne. C'est un mécanisme qu'on appelle le plongement lexical. C'est un joli mot pour dire que les intelligences artificielles apprennent sur des tas de contenus, comme Wikipédia, comme d'autres, viennent contextualiser des mots, et dans ce contexte-là, elles se disent qu'après tel mot, statistiquement parlant, le bon mot, c'est tel autre mot, tel autre mot, tel autre mot. C'est pas plus bête que ça. Donc ils sont capables de très bien répondre à des questions comme les vaches sont-elles des mammifères? Nickel, ça répond très très bien. Et si dans le même chat, j'enchaîne la question suivante, comment différencier un œuf de poule et un œuf de vache? Eh bien, ça ne lui pose aucun problème. Il sait me répondre. Les œufs de vache sont généralement plus grands que les œufs de poule. Un œuf de vache peut être environ 2 fois plus grand. Pour arriver à la belle conclusion, quand même, que c'est important de noter que les œufs de vache ne sont pas couramment consommés par les êtres humains, contrairement aux œufs de poule. Ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle une hallucination dans l'IA. Ouais, c'est totalement juste pour lui. C'est que des mots qui se suivent de manière logique. Sauf que, évidemment, il n'y a pas de bon sens. Donc faites gaffe quand vous posez vos questions à l'IA. L'IA, comme tout le reste, nécessite d'être pilotée. Voilà. On ne peut pas, je vais rester sur ma métaphore de tout à l'heure, on ne peut pas faire du contenu full automatisé au doigt mouillé non plus. Voilà. Sur des sites crades, des trucs à côté, pourquoi pas, ça c'est un autre sujet. Mais sur vos sites à destination des clients, d'utilisateurs, etc., ça vraiment c'est à proscrire en version non supervisée. J'entends, c'est utilisé clairement, mais pas sans relire, et attention à la manière dont c'est fait, parce que sinon vous pouvez générer des hallucinations. Là, l'exemple, il est hyper simple, sur ça, c'est en mode on lui dit une connerie, il plonge dedans, voilà. Maintenant, vous pouvez tout à fait lui dire quelque chose de pas super précis. On va le voir d'ailleurs juste après sur un exemple pour une rédaction de fiche produit. Si vous n'êtes pas suffisamment incisif sur les éléments que vous lui demandez de traiter, il peut tout à fait aller improviser et vous dire une monstrueuse connerie qui peut vous mettre dans la mouise derrière. Typiquement, sur je sais pas, un truc qui est censé préparer de la bouffe pour un nourrisson, vous dire qu'il faut le faire beaucoup plus chaud, vous dire qu'il faut rajouter du sel ou du poivre, j'en sais rien en recette, et du coup, vous avez dit à tout le monde d'aller faire un truc qui est potentiellement pas hyper top pour le tube digestif des gosses, quoi. Et ça, d'un point de vue image, derrière, ça peut être violent. Voilà. Rappelez-vous qu'il se base sur un contexte, et statistiquement parlant, il va chercher le mot qui peut aller après, c'est tout. Donc on s'est amusé à générer des fiches produits. Voilà. On a fait la version doigt mouillé à gauche, voilà, où on lui a juste dit génère une fiche produit pour une friteuse à air chaud. On lui a rien dit d'autre, je précise, le prompt il est tel quel, il n'y a pas d'éléments avant, d'historique, etc. Il part dans tout un tas de trucs où il vient nous mettre des infos, offre une capacité de 3,5 litres, machin, etc. On lui a jamais dit qu'elle faisait 3,5 litres ou pas. Voilà. Mais il va improviser parce que statistiquement, visiblement, une friteuse à air chaud, ça fait 3,5 litres. Voilà. Donc ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est demain, vous vous dites, ok, l'IA, c'est top, machin, vous mettez quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'est pas suffisamment consciencieux, il va dire, ok, c'est bon, c'est une description produit, je valide. Déroulez. Voilà. Donc c'est pareil, ça nécessite une vraie supervision, du contrôle, etc. Voilà. On s'est amusé en revanche à le faire un peu plus. Si vous avez précis. un PIM ou une fiche produit avec des caractéristiques, vous pouvez l'aider. Voilà. Et l'idée, c'est vous lui injecter. Alors là, on l'a fait un peu bourrin parce qu'il n'y avait pas un joli tableau dans le site e-commerce qu'on a pris. Mais on lui a dit, voilà, tu vas décrire sur ces caractéristiques-là, ici, et puis tu vas en faire une description courte, une description longue, et compagnie. En plus, là, tu vois, la title, il est parti sur un truc beaucoup trop long, donc il aurait fallu le brider, lui dire, fais une title SEO de maximum tant de mots, etc. Et puis derrière, on lui a dit, fais-nous un truc un peu stylé en termes d'écriture, donc il y a du mot-clé, on retrouve tout ce qui est bien en termes d'optimisation.
Et puis, dans la partie, on lui a dit une description courte. Sur un site e-commerce, toujours bien d'avoir un petit bout de description courte en haut et puis un truc plus long en bas, juste pour le kiff du SEO. Mais on a quand même un truc qui est quand même plutôt agréable à lire, voilà, et qui est largement aussi bien qu'un être humain qui serait venu se faire la fiche. Enfin, en tout cas, sur les premières fiches que l'être humain écrit, parce que au bout de 10, on va pas se mentir, il en a marre et il met n'importe quoi. Hein. Je vois 2-3 grimaces dans la salle, je pense que ça sent le vécu. Mais là, du coup, il y a possibilité de dérouler et de le faire de manière intelligente. Voilà. Notez un petit truc, hein, on lui a dit d'utiliser le style copywriting. Donc on lui a dit d'écrire du contenu qui est fait pour vendre. Donc on voit qu'il nous fait profiter d'une nouvelle expérience culinaire. C'est quand même plutôt sympa. Allez, on continue. On lui a maintenant demandé de réécrire ça de manière totalement différente pour nos marketplaces. Embarquer pour un voyage culinaire sain avec la friteuse, blablabla. Okay. Alors, évidemment, on retrouve des mots équivalents, mais d'un point de vue duplicate content en termes de référencement, ces deux textes sont rigoureusement différents. Voilà. C'est un des points à avoir en tête. Et là, vous avez deux textes très sympas. Vous avez le mec qui surveille vos flux sur la marketplace, qui fait c'est cool, tu m'envoies des top descriptions, merci. Mais ça reste complètement différent par rapport à la vôtre. Si vous êtes vraiment énervé, vous pouvez l'industrialiser pour aller faire des flux différents pour chacun de marchands. Mais là, ça commence à aller un peu plus loin. Mais c'est complètement possible. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, cet aspect de multiplier les contenus entre marketplace, etc., c'est le truc où, si vous êtes un peu frileux, c'est le truc par lequel commencer. Pourquoi ? Parce que du coup, vous envoyez sur d'autres plateformes, ce n'est pas votre site sur lequel vous prenez un risque, ça peut vous permettre de vous familiariser et du coup de limiter entre guillemets l'impact chez vous si vous avez peur que ça vous casse tout. Voilà. Allez, on enchaîne parce que le chef il me dit qu'on n'est pas en avance. On peut lui faire générer des vidéos, dis donc Patrick. Tiens, celle-là, c'est toi qui l'as fait générer en plus. Yes, c'est pour une de mes autres activités. On va pas vouloir passer en entier. L'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings de plus de 80 places est obligatoire à compter du 1er juillet 2023. Découvrez dans cette vidéo comment faire de... Je vais couper. Voilà. Remets la slide devant, s'il te plaît. Tac. 30 balles par mois. Ce que je vous ai montré, Synthesia, ça s'appelle, hein, tout simplement. L'idée, en fait, c'est vous avez besoin de vidéos. Vous avez remarqué en SEO, quand vous tapez, vous savez, des fois, il y a des photos, des fois, il y a des cartes Google Maps, et puis des fois, il y a des vidéos. Bon, une vidéo, vous n'avez peut-être pas envie d'aller dépenser 1000 balles dans un studio pour faire une vidéo, un machin, un truc, un bidule, là. Avec ça, vous pouvez faire un truc. Alors, je ne vais pas vous dire qu'elle est parfaite. Mais pour moi, le résultat par rapport au prix, je suis hyper content du ROI pour 30 balles. Hein. Voilà. Et ça, vous pouvez en faire un paquet. Ça vient se positionner dans les résultats Google sur les requêtes qui vont bien. Il est content parce qu'il voit de la vidéo. Vraiment, ça fait partie de choses sympas. Juste pour vous expliquer le process, c'est vous avez un script. À côté, vous faites votre PowerPoint en choisissant l'avatar. Vous choisissez la voix. Et derrière, c'est lui qui fait toute la partie, la mécanique labiale sur les lèvres et compagnie. Voilà. Vous pouvez mettre une voix de femme sur un homme si ça vous amuse, et vice-versa. Tiens, dis donc, optimiser sa stratégie de long trade. Tiens, mais on va parler un peu de SEO, tiens. Yes. Alors ça, à droite, c'est un outil interne qu'on n'a pas encore rendu public. J'hésite toujours. Mais globalement, l'idée, dans les choses que vous pouvez faire assez facilement, c'est sur la longue traîne. En gros, c'est vous avez vos requêtes habituelles que vous bossez avec vos pages catégories, vos fiches produits. Puis quand vous allez vous balader dans la Search Console, vous mettez un petit filtre. Moi, ce que j'aime bien, c'est position supérieure à 30 et nombre d'impressions supérieur à 100. Vous allez voir tout un tas de requêtes où vous dites tiens, il y a plein de gens qui cherchent ça, j'ai pas de page du coup qui vient vraiment se positionner dessus. Et si je les faisais, voilà. Vous partez dans un workflow très simple, vous intégrez ça à la Search Console, vous faites de la détection d'opportunités, ce que je viens vous de dire avec les filtres. Et puis derrière, vous faites rédiger à GPT du coup la bonne page catégorie qui va bien avec les fiches produits, etc. Ça, c'est des modules qui sont en cours de dev chez nous, que ce soit Magento ou PrestaShop. Mais c'est des choses qui sont de manière très efficace. Puis je voulais vous mettre à côté le petit graphique. Ceux qui font du SEO ont déjà vu des trucs sur des cocons.se, des Screaming Frog, etc. qui sont certes sympathiques. Mais on peut aller un peu plus loin avec de l'IA. Là, c'est avec du module de traitement de langage également. Vous pouvez tout à fait avoir, chaque rond, c'est une page du site. Plus le rond est gros, plus il reçoit de patates en termes de maillage interne. Et puis derrière, vous pouvez aller faire des petites modélisations de ce style, à savoir que tous les liens verts sont des liens entre des pages. Et en fait, le lien devient vert quand la proximité sémantique entre les deux pages est pertinente. Voilà. En maillage, que ce soit interne ou externe, c'est hyper intéressant quand le lien qui fait quelque chose, il est pertinent. Typiquement,
Demain, vous avez quelqu'un de l'association Friend of Presta qui vous dit tiens, tu as besoin de tel module Presta, prends ça, ça vous paraît cohérent, c'est vous boulanger qui le dit, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il me raconte, il y connaît que dalle. En maillage interne, c'est exactement la même chose. Avec de l'automatisation et puis de l'IA, vous pouvez tout simplement aussi automatiser ou dire ah tiens, tous les liens qui sont dans cette page, ils servent à que dalle en SEO, je vais plutôt en mettre d'autres. Ah tiens, il y a ces 2 pages-là qui sont hyper proches, j'ai pas fait de lien, ça peut valoir le coup que je le mette. Voilà. Allez, il nous reste 3-4 minutes. Moi, je voulais vous montrer cet exemple-là. C'est sorti cette semaine, le chatbot Hopla de Carrefour, qui m'a valu une scène de ménage hier, puisque j'ai montré ça à ma femme, qui m'a dit bah, ça y est, tu vas pouvoir aller faire les courses et faire la cuisine. Voilà. Donc, je lui ai tout simplement demandé de me faire mon panier de courses pour manger pour 2 personnes pendant une semaine, des produits plutôt bio, etc. Il m'a posé 3 petites questions pour savoir qui j'étais. Il m'a fait mes listes de courses, il m'a fait mes recettes. J'ai ajouté au panier. J'ai plus qu'à cuisiner. Ça, je voulais vous montrer ça rapidement et après on a mis des exemples de scripts qu'on n'aura pas le temps de vous détailler, mais vous aurez les slides et comme ça vous verrez comment créer des scripts un peu sympas dans ChatGPT. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'il faut toujours donner un rôle, savoir qui écrit. Donc là, un rédacteur SEO, un manager, un copywriter, etc. Une tâche, un objectif, un contexte, des contraintes, des étapes et un format de sortie. Suivez ces étapes-là pour créer des scripts qui tiennent la route. Sinon, ça sera du doigt levé, quoi, hein, les fameux les œufs de vache. Ça, pareil, vous passerez vite. C'est tous des éléments que vous pouvez lui donner pour optimiser vos scripts. Des éléments visuels, des appels à l'action, des analogies, des terminologies. Vraiment, rentrer dans ce niveau-là de finesse. Nouveau modèle qui a été développé là en mai par des gens de Google DeepMind. Donc c'est un modèle où on va utiliser un arbre de pensée pour donner les infos à ChatGPT. On voit que sur un prompt de base là, écrit par Monsieur Tout-le-Monde, on est sur un taux de succès d'à peu près 7% de la qualité. Sur de l'arbre de pensée, on arrive sur du 74%. Comment ça marche un arbre de pensée ? On va d'abord brainstormer avec le ChatGPT. On va lui demander d'évaluer des solutions, d'explorer ces solutions et de prendre des décisions. Donc je vous ai mis ici toutes les questions, hein, mais voilà, je suis un expert SEO. Est-ce que c'est OK ? Enfin, tu es un expert SEO. Est-ce que c'est OK pour toi ? Il me dit c'est bon. Je lui pose un modèle. Donc c'était un modèle d'augmenter des ventes sur mon site e-commerce. Je lui ai demandé de me proposer 3 options intéressantes pour obtenir plus de trafic. Il m'a proposé 3 options, d'optimiser le contenu, de créer un blog, de créer un programme d'affiliation. Ensuite, j'ai demandé d'évaluer ces différentes propositions, donc avec les avantages, les inconvénients, les problématiques de chacune de ces solutions. Puis, je lui ai demandé de se baser sur ces éléments, de me faire le classement de ces meilleures solutions. Il me les a classées. Et après, pour chaque proposition, il m'a donné une évaluation de son potentiel. Donc, j'ai vraiment eu un arbre de décision qui m'a permis petit à petit de faire rentrer ChatGPT dans le contexte et me donner des vraies réponses avec des actions concrètes à mettre en place. Bon, on va passer tous les exemples rapidement, vous les verrez dans les slides. Là, je me suis amusé à discuter avec Einstein, Elon Musk et Steve Jobs. C'était rigolo. Sur celui-là, qu'est-ce que je lui ai dit ? Pensez à utiliser des modèles de pensée marketing. Donc là, c'est le modèle des 5 pourquoi. Vous allez voir, ChatGPT va vous poser 5 fois des questions pourquoi. Et ça va lui permettre de comprendre votre contexte et de vous aider à trouver la bonne solution. Voilà, vous verrez dans les slides l'exemple. Là ici, je lui ai demandé d'utiliser, c'était pas ça. Là, je lui ai demandé une méthode Scamper. Donc ça, utiliser toutes les méthodes marketing que vous connaissez. Et en plus, là, j'ai utilisé le plugin. Vous savez que maintenant, il y a des plugins dans ChatGPT. Donc, il est allé browser un site internet et en fonction de ça, il est allé mettre en place pour Friend of Presta. Je lui ai demandé comment optimiser Friend of Presta. Il a utilisé cette méthode Scamper, substituer, combiner, adapter, modifier, proposer, éliminer, réorganiser. Petite parenthèse, si vous n'utilisez pas de plugin de crawl, le prompt classique de ChatGPT ou même le Playground pour les plus avancés ne va pas voir le web. Même si vous lui dites « dis-moi ce qu'il y a dans cette page web et analyse-la », si vous n'avez pas le plugin activé, il ne le fait pas. Il va vous dire qu'il l'a fait. Hein. Mais c'est encore le mécanisme d'hallucination. Voilà. Je vois énormément de gens prendre des décisions ou considérer pour un acquis des choses basées là-dessus. Ne faites surtout pas ça. C'est juste la pire des conneries. Allez, je passe très vite, on ne va pas vous la mettre celle-là. Les chapeaux de Bono, je vous laisserai regarder, c'est assez sympa à tester. La méthode Trees, c'est assez rigolo aussi, vous testerez. Tiens, j'ai aussi pas mal pour les e-commerçants, générer des personas, ça il le fait bien, ça. Pareil, vous aurez les scripts, vous aurez tout. Et puis on peut générer des mind maps complètes de projets, de cocons sémantiques. C'est open. Et là, c'est généré avec ChatGPT. Je lui dis de générer le bon format, j'ai copié-collé ça dans l'éditeur et j'ai l'affichage en mind map. Vous lui dites de générer du JSON ou du Markdown, il le fait très bien. Bon, je m'étais amusé à mettre cette petite slide de conclusion.
Et c'est le moment des questions-réponses. Et vous allez voir, on a un truc de dingue pour les questions-réponses. Vous posez votre question et je vous balance le micro. Et du coup, ah ouais, ok, super. C'est très sympa. Sur le contenu, à un moment, tu te demandes de réécrire le texte. Est-ce que vous avez calculé le pourcentage de correspondance entre les deux textes? On ne l'a pas calculé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu as des mots qui sont communs, ça ne va pas te faire un texte similaire. Voilà. C'est vraiment sur l'enchaînement des mots, comment est-ce qu'ils sont enchaînés les uns avec les autres, tu vas calculer une véritable similarité. Et c'est pour ça que des fois, quand les mecs à l'époque faisaient du spin, ils changeaient l'ordre des phrases et déjà rien que ça jouait. Oui. Voilà. Okay. Mais à moins que tu en fasses vraiment beaucoup, tu es peinard. Et même si tu as envie de partir faire du spin, si tu penses à ça, tu peux même faire du spin à ChatGPT aussi sans souci. Voilà. Okay. Et en vrai, c'était 19h hier soir, on était attendu au bar pour l'apéro, donc on l'a pas fait. Là, Patrick est très bon là-dessus, je n'en doute pas. Du coup, c'est moi qui lance ou je te relance à toi? Autre question? Oui, du coup, pour retourner sur PrestaShop, donc il y a des modules qui existent justement pour envoyer des descriptions au marketplace. Il y a des modules déjà tout faits. Hein. Donc ça veut dire que la recommandation serait plutôt de créer une description spéciale marketplace dans PrestaShop pour justement l'exporter en doublon pour l'envoyer uniquement celle-ci au marketplace, par exemple. Exactement. Okay. Donc ça veut dire que les modules aujourd'hui en soi ne sont pas SEO-friendly ou sont décommandés du moins. Ils sont viables jusqu'à l'état existant de l'art. Maintenant, le souci d'envoyer la même description sur une marketplace et sur toi, j'ai envie de dire, c'est pas lié à PrestaShop. Hein, c'est une erreur que font tous les e-commerçants depuis que le e-commerce existe et marketplace aussi. Voilà. Bah, voilà une évolution à prévoir sur un module dans ce cas. C'est clair. Allez, une dernière question, parce qu'on va essayer de tenir le timing. On voit une paire ici. Il faut le lancer. Hein. Si, c'est fait pour. Hein. Yes. Merci. Une question par rapport à la confidentialité. Enfin, est-ce qu'il y a un moment au niveau des infos qu'on va mettre dans ChatGPT, est-ce qu'il faut se poser la question de où vont ces infos et où est-ce qu'il faut que je m'arrête en tant qu'e-commerçant sur des infos confidentielles? Alors clairement, si tu veux savoir si tu dois virer Fred de la compta par rapport à son parcours dans l'entreprise et que tu rentres toutes ces infos dans ChatGPT, c'est assez pourri d'un point de vue confidentialité, on ne va pas se mentir. Maintenant, là, l'idée, c'est de faire une conf e-commerce et SEO, si tu veux, où on est en train de préparer des contenus qu'on va diffuser en masse sur le web derrière. Donc on est parti du postulat que sur ce style de contenu, dans tous les cas, tu les diffusais. Donc on n'est pas sur une confidentialité particulière. Tu peux aller te poser la question si tu vas plus loin, en mode si tu lui demandes de prendre des décisions par rapport à peut-être des taux de marge, ce genre de choses. Voilà. Mais je pense que tu as déjà de quoi faire sans rentrer dans ces trucs-là. Mais oui, il y a cette notion-là et ça fait partie des... je crois que c'est chez Samsung qu'ils ont mis en place un process comme ça où ils ont dit « Attendez, on va mettre en place une politique de confidentialité pour s'assurer que vous n'alliez pas... rentrer les rapports internes, les prises de décision, demander à ChatGPT de faire des résumés. Et voilà, oui, utilisez ChatGPT, mais faites pas nimp. Allez pas balancer des secrets industriels dedans. Voilà. Ouais. Après, là, l'idée, si tu veux, sur le process type, qui marche très bien pour faire écrire une fiche produit, c'est que tu fais un copier-coller de ton tableau caractéristique produit que tu as en bas de ta fiche. Tu lui mets ça dedans et tu dis rédige-moi la fiche qui va par rapport à ça. Voilà. C'est que je me dis qu'on peut être tenté après et qu'on ne s'arrête plus. Quoi. Okay, c'est top, ça marche. Bon, ouais, mais Fred, à la compta, il est sympa, donc abuse pas. Quoi. On a volontairement fait le choix de ne pas rentrer sur ces problématiques de droit, de propriété, parce que finalement, on a montré ChatGPT, mais demain, il y en aura plein d'autres qui n'auront pas ces problèmes légaux. Donc oui, aujourd'hui, le contenu généré avec ChatGPT, on ne sait pas trop à qui il appartient. C'est pas à ChatGPT. Les conditions générales sont pas cool. Mais ces outils-là, demain, ils sont en version libre. Voilà. Et puis, tu peux leur donner ton propre jeu de data et c'est tes données après. On enchaîne ? Eh ben, merci à tous. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Christophe.